Il paraîtrait qu'on aime beaucoup explorer l'érotisme à l'ambassade française de Bangkok. J'ai même entendu dire qu'on y couche volontiers les uns avec les autres entre 2 parties de squash. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 14 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, tu te crois, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, on s'intéresse à un monument du cinéma érotique français. Après avoir émoustillé moult lecteurs, elle s'envole à Bangkok pour découvrir une contrée exotique et très humide. En 1974, devant la caméra de Just Jekyll, Emmanuelle prend vie. Jusqu'ici, le N'importe Q s'est beaucoup intéressé au porno mainstream. On a fait quelques excursions dans les œuvres purement cinématographiques avec Flash Gordon et Alice au Pays des Merveilles, 2 films des années 70, 100% made in USA. Mais toutefois, on ne s'était pas tellement intéressé au cinéma français. Pourtant, l'Hexagone n'est pas en reste. L'âge d'or du cinéma porno français a bien existé, en atteste la popularité de Brigitte Lahaie, ancienne mégastar du X, aujourd'hui animatrice chez Sud Radio. Ou simplement la quantité impressionnante de films Alpha France, ces longs métrages pour adultes dont vous pouvez retrouver la subtilité des dialogues dans notre générique. Alors, oui, les États-Unis ont leur œuvre choc. Gorge profonde, sortie en 72, a réellement marqué un tournant historique dans la conception du cinéma pour adultes. Mais la France, avec son image d'homme coureur de jupons, de femme frivole et d'adepte du plan A3, ne pouvait pas laisser la représentation de la sexualité dans les seules mains des Américains. Il nous fallait notre œuvre érotique. Celle qui représente la sexualité à la française, avec le raffinement qu'on lui attribue, que j'ai tendance parfois à considérer comme une obsession un peu prétentieuse à vouloir faire des films qui, ok, parlent de cul, mais attention, on le fait avec intelligence. Le succès du film Emmanuelle en 1974 n'est un secret pour personne. Ceux qui ont vécu sa sortie ont assisté à son explosion à l'international, ceux de ma génération en auront vaguement entendu parler en 2012, lors de la mort de sa mythique interprète Sylvia Kristel, et pour les plus jeunes, son arrivée sur Netflix en juillet 2020 a fait beaucoup de bruit, et la presse nous a rappelé à quel point Emmanuelle est un film culte, validé par le monde entier et dont nous devons être fiers. Alors, après tant d'éloges, on ne pouvait plus ignorer Emmanuelle. Parce qu'un film qui reste 13 ans d'affilée à l'affiche du cinéma des Champs-Élysées, au point d'en devenir une attraction touristique, ça doit être quelque chose à voir quand même. J'avais prévu de lancer la série The Crown, mais tu sais quoi ? Je vais mettre de côté les histoires de royauté anglaise, on en a suffisamment bouffé depuis le début de l'année. Bref, Emmanuelle, on m'a promis monts et merveilles à ton égard, ta beauté, ton érotisme choc et élégant pour le cinéma de l'époque. J'espère ne pas être déçue du voyage, parce que ce soir, c'est toi et moi, direction Bangkok. Departure to Bangkok, Air France flight 428, immediate boarding gate number 37. Départ à destination de Bangkok. Vol Air France 428, embarquement immédiat porte numéro 37, Emmanuelle. C'était un livre, c'est devenu un film, Emmanuelle. Si ce titre n'évoque rien pour vous, si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuelle et un avion qui part pour Bangkok, demandez à vos amis, ils vous expliqueront. Emmanuelle, la plus longue caresse du cinéma français. Emmanuelle, prochainement. Tung tung tung. Emmanuelle, un film qui ne nous a pas laissé de marbre et qu'on a vraiment hâte de vous détailler. Mais avant de se lancer à corps perdu dans les détails de cette œuvre cinématographique française, pour remettre dans le contexte, Emmanuelle, c'est un film qui est sorti en 1974, qui a été réalisé par Just Jekyll, à l'anglaise bien entendu, sur un scénario de Jean-Louis Richard avec Sylvia Kristel, Alain Cuny et Christine Boisson. Et qui est une adaptation du roman du même titre, publié en 1959. D'Emmanuel Arsan. Exactement. Donc sur quoi s'ouvre le film, Mina ? Sur les toits de Paris. Mais encore, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on entend ? On a un joli générique musical sur la chanson modestement intitulée Emmanuelle, composée et chantée par Pierre Bachelet. Donc ça s'ouvre sur Emmanuelle qui se réveille en douceur dans un peignoir en soie. Non mais il y a déjà une photo de femme à poil au-dessus de son lit. J'étais en mode putain, on n'arrive pas à n'importe quel endroit. C'est pour comprendre qu'elle est libérée.
Non mais attends, avec cette petite chanson Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu, qui est très jolie, enfin très mignonne cette chanson. Alors la chanson est vraiment bien, je trouve. Ah là, ça te pose un peu les bails. Donc on a Emmanuel qui se réveille sous cette douce musique à son honneur. Donc il prend le petit-déj, qui ouvre ses volets dans son super salon. Et pour nous montrer que c'est une femme libérée, elle boit son café en regardant ses photos de nus artistiques. Parce que Emmanuel est mannequin de nu. En fait, ça sera pas trop exploré dans le film, mais au début, j'avais pas compris qu'elle était mannequin. J'étais en mode, mais pourquoi tu regardes des photos de meufs à poil dès le matin gratuitement comme ça? J'étais en mode, oui, je sais où je mets les pieds, mais quand même, c'est un peu beaucoup. Et on coupe directement avec son mari, Jean. Donc faut savoir que son mari, il travaille à l'ambassade de France de Bangkok et il attend Emmanuel qui doit le rejoindre incessamment sous peu. Et on le voit en train de se faire masser avec un pote à lui. Il y a un petit dialogue sur le fait de écoute Jean, t'as pas peur qu'Emmanuel aille voir un petit peu ailleurs pendant que t'es pas là? Il dit cette phrase que je trouvais vraiment cool: j'ai épousé Emmanuel ni pour la priver ni pour la mettre en cage. Et j'étais en mode film, tu m'intéresses, on peut y aller. Bon, après, juste une minute plus tard, il est en train de se faire masser, t'as son pote qui dit ouais, y a pas moyen de se faire les petites masseuses là, et t'as Jean qui lui répond oh, tu sais, avec du fric tu peux avoir ce que tu veux. J'étais en mode ah ok, bon c'est parti. En tout cas, on découvre que en fait Jean et Emmanuel sont en relation libre et qu'ils aiment le sexe, parce que même Jean dit qu'il n'a jamais connu une personne qui aime autant faire l'amour, donc en parlant d'Emmanuel. Donc voilà, ce sont des personnes très libérées, on l'a compris, ça fait 2 minutes que le film est ouvert, ils sont très libres. Ouais, enfin, ils sont très libres. Jean, on comprend que lui, il va cutter un petit peu où il veut, quand il veut, mais Emmanuel, elle, comme le dit la chanson, elle n'a eu qu'un seul amant, et cet amant, c'est Jean. On ouvre le film sur le premier chapitre, qui s'appelle Emmanuel arrive à Bangkok. Et magnifique arrivée d'Emmanuel à Bangkok. Enfin, le premier plan, ils sont tous les deux dans une voiture décapotable, direction la maison de Jean. Enfin, la maison, le manoir. Le manoir. Qui est une princesse, on se rappelle. Dans un style un peu colonial. Déjà, on apprend que son mari a montré les photos de nus de sa femme à ses potes et ses collègues. Et Emmanuel, elle est un peu là, genre en mode ah mais non, c'est pas vrai. Enfin, c'est ce qu'elle se comporte un peu naïvement, mais ça, on va le voir un peu tout le long du film. Elle cucule la praline, c'est dingue. Ah, je te jure, mais elle est en voiture et en gros, Jean, on sait pas pourquoi, il se gare au milieu d'une rue. Mais tu vois, la rue, genre la voiture, elle passe à peine, il y a du monde partout dans la rue et t'as tout le monde, voilà, t'as des locaux qui viennent autour de la voiture d'Emmanuel pour lui vendre des fleurs. Et le truc, il est tourné en mode film d'horreur où tu vois Emmanuel qui se recroqueville dans la voiture décapotable avec des contre-plongées sur les visages des gens qui veulent lui vendre des fleurs. Genre, oh mon Dieu, ils m'attaquent, ils sont partout. Ouais. Oh non, arrêtez. Et c'est vraiment ridicule. Oh, c'est ridicule. Il y a les enfants donc autour, comme tu dis, en contre-plongée qui essayent de lui vendre des fruits, des fleurs. Et t'as un mendiant, t'as au loin un plan sur un enfant qui égorge un poulet, parce que je pense qu'il va le cuisiner. Oui, c'est ça. Emmanuel, vraiment, enfin comme tu dis, c'est en mode film d'horreur, elle se recroqueville, elle est là genre ah non mon Dieu, pourquoi tant de barbarie dans un pays du tiers-monde comme ça, enfin. T'es en mode c'est pas Montmartre. Ah ouais. Ça change Emmanuel, t'es à Bangkok, t'es dans un pays du tiers-monde, tu t'attendais à quoi? Ça va beaucoup mieux quand elle arrive à la maison de riche avec 5 domestiques qui l'attendent juste devant. Là, il y a plus de problème, c'est bon, on retrouve les bonnes vieilles habitudes. Avec une présentation des employés de maison, donc on a les 2 femmes de ménage, les 2 cuisinières et l'homme à tout faire, vraiment qui sont présentés. Donc on les voit juste serrer la main et Emmanuel, elle dit à son mari, donc juste à côté des employés de maison, elles sont belles, c'est toi qui les as choisies. J'ai envie de dire mais elles sont juste à côté, ce ne sont pas des objets, elles t'entendent. Oui, en plus, t'entends le mari qui lui dit je les ken, quoi. Enfin, tu vois, c'est dit explicitement. J'étais en mode, putain, ok, je comprends le couple libéré, mais il y a un moment, faut quand même un peu se calmer. Donc, on a la première scène de fuck avec les retrouvailles de Jean et Emmanuel qui font l'amour dans le lit, tu vois, rien de surprenant. Et en parallèle, on va avoir une seconde scène de fuck. Parce qu'on a 2 domestiques qui vont voir qu'ils sont en train de fucker. Et ça part en délire où la fille, elle va courir dans la forêt avec le mec qui lui court après en mode tu ne m'attraperas pas. Il se chauffe un petit peu, quoi. Il se tourne autour dans une course-poursuite un peu bizarre dans la forêt. Ouais, mais après, tu vois, il la pécho, mais tu vois, enfin, elle dit pas non. Et j'ai l'impression que c'est une scène de viol, en fait. Oui. Parce que la meuf, en fait, elle a pas l'air très très contente finalement. Et elle bouge la tête dans tous les sens en mode non. Et... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça mais trop chelou, vraiment. J'ai pas compris cette scène. Non, mais en fait, vraiment, la manière dont c'est filmé, tu ne comprends pas ce qu'il a voulu dire
Enfin, jusque-là, elle était en train de rigoler joyeusement, puis là, d'un seul coup, vraiment, en plus, la caméra bouge dans tous les sens, en gros plan sur son visage qui se débat un peu. Enfin, c'est très bizarre. Très bizarre. En fait, c'est un peu la sensation que je vais avoir avec tout ce film. À chaque fois, j'ai l'impression de faire un pas en avant avec un truc qui va me plaire, où je me dis ah c'est cool pour l'époque, et ensuite 3 pas en arrière en me disant mais c'est pas possible. Enfin, comment vous avez pu cautionner ça? Après, c'est les années 70, c'est une autre époque, mais nous reviendrons dessus plus tard. Emmanuel rencontre les femmes de gens qui bossent à l'ambassade de France et qui sont des petites bourges. C'est vraiment, j'ai fait, mais quelle bande de connasses! C'est tout au bord de la piscine, seins à poil, en train de regarder, en train de dire, ah bah Emmanuel, elle va bienvenue en Thaïlande, hein, tu vas voir, on couche un peu avec n'importe qui. Ouais, c'est un truc qui m'a choquée, c'est-à-dire que, en fait, dans cette scène où on rencontre toutes ces copines bourgeoises blanches seins nus, toutes les femmes n'ont qu'une question à la bouche, c'est « Tu as dû t'amuser à Paris, Emmanuel, non ?» Wink wink, t'es là genre vraiment. Ouais, c'est ça. Et genre, c'est le seul sujet de conversation qu'elles ont, c'est stop. Et en plus, Emmanuel dit « Non, j'ai pas trompé mon mari, pour moi la tromperie c'est une trahison. » Et j'ai envie de dire « Mais c'est pas grave, pourquoi vous insistez toutes comme ça, là, ça devient lourd quand même. » Ouais, de ouf. Et on enchaîne avec une petite scène d'Emmanuel érotique dans la piscine en train de se baigner. Voilà, on la voit sous toutes ses coutures, elle est bien à poil. Et elle remarque Bi, le personnage féminin Bi, qui aura son importance pour la suite du film. Et on clôt cette scène avec une jeune fille qui s'appelle Marie-Ange, qui vient la voir dans la piscine et qui lui dit « Ouais, je peux venir te parler chez toi ? Ok, à plus tard !» Tu vois, des trucs mais vraiment genre random qui se fait jamais. Marie-Ange qui a un look un peu plus jeune aussi. Ouais, hein, elle fait vraiment gamine. Je pense pour moi, enfin dans l'esprit du film, j'ai l'impression, vu comment on la dépeint, que c'est vraiment une gamine genre de 18 ans à peine, vraiment très très gamine. Et on enchaîne avec le chapitre Marie-Ange, qui est un personnage qui a également sa petite importance pour le début de ce récit. Donc Emmanuel est en train de dormir et Marie-Ange a répondu à son invitation et va la retrouver chez elle. Donc déjà Marie-Ange, elle vient se poser à côté d'elle, elle la caresse. J'étais en mode creepy ça m'a 2000. beaucoup choquée aussi. Creepy 2000. Emmanuel se réveille et t'as Marie-Ange, mais que tu comprends tout de suite, qui est chaude du cul, qui pose 36 000 questions en mode « T'as pas d'autres photos, tu fais l'amour? Tu sais pourquoi je mange des sucettes? Parce que ça excite les vieux. Quel grand lit, vous tenez combien dedans ?» J'étais en mode « Mais Marie-Ange, mais calme-toi, mais enfin !» Il faut savoir que Marie-Ange, elle a vraiment le look d'une jeune chaude du cul. Bah, d'une Lolita, t'as envie de dire chaude même. du cul, elle est en short avec un petit t-shirt et elle est vraiment en train de sucer une sucette à chaque scène où on la voit de manière très langoureuse. Vraiment le cliché de la Lolita. C'est la nymphette, quoi. C'est vraiment le cliché de la nymphette. Donc elles vont se poser sur la terrasse de la maison pour discuter. Et là, subtilement, Marie-Ange, personnage qui n'est absolument pas chaud du cul, lui dit qu'elle a choisi Emmanuel. Et elle commence à se masturber gratos devant elle. Donc on voit rien au niveau de la caméra, elle glisse juste sa main sous son petit short. Et bah tu comprends ce qui se passe, tu l'entends. Où vraiment t'as une scène érotique où la meuf est en train de se masturber gratos et ensuite elle recommence à parler, mais comme si de rien n'était, quoi. C'est... Elle fait une petite explication quand même. Elle dit qu'elle a découvert la masturbation en solo à 12 ans et qu'elle trouve ça bien. Et donc bon... Et en fait, Emmanuel est juste devant, en train de la regarder, un petit peu amusée, un petit peu choquée. Et Marie-Ange revient sur le fameux sujet qui est très important. Alors, c'est vrai ce que tu as dit ? Tu n'as jamais trompé ton mari ? T'as envie de dire, mais enfin... Et là, c'est la dualité un petit peu de Manu et Emmanuel. De Manu qui dit « Je n'ai jamais trompé mon mari à Paris ». Et on a une petite scène de flashback dans l'avion. On va découvrir que, dis donc, Emmanuel, dès qu'elle a quitté Paris, c'est devenu une chaude du cul. Elle est pas si sage que ça. Hein. On retrouve Emmanuel qui est dans un avion en train de dormir. Mais cette scène de fuck, elle est complètement hallucinante. Je suis en train d'y repenser. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, on voit Emmanuel qui est posé directement sur 2 sièges déjà. Elle a 2 sièges d'avion pour elle toute seule, la connasse. Donc, ça m'a déjà fait chier. Et elle est en train, tranquillement, de se préparer à aller dormir. Et t'as un mec qui la ziote. Et t'as des échanges de regards. Et tu vois Emmanuel qui chauffe en mode « Ah, je remonte mes pas. Oui, voilà. Je remonte ma jupe. » Et le mec vient juste, tout simplement, la pécho sur le siège devant tout le monde, j'ai envie de dire. Enfin, tu les entends, t'es en mode, non mais tu dors pas à côté de ces gens-là, c'est pas possible. La manière, donc en fait, il se chauffe, il s'embrasse, il embrasse sa bouche, son cou, sa poitrine, et vraiment, donc elle est à moitié à poil, elle a remonté sa robe, on voit ses bas et tout. On comprend qu'il y a une scène de pénétration, elle est un petit peu sur lui, sauf que lui, il a vraiment rien retiré. Et en fait, on va le voir un peu tout le long du film, mais les hommes font l'amour toujours avec leurs vêtements, j'ai l'impression, dans ce film. Mais pendant cette première scène de fuck, il y a un mec qui la remarque en train de fucker, mais ça me fait rire, en fait, tu vois en train de fucker, la caméra est dézoom, elle fait un énorme zoom sur la personne en mode ta-ta-ta. Et du coup, après cette fuckerie, Emmanuel va aux toilettes, et t'as le mec numéro 2 qui la suit, et il se pécho dans les toilettes, toxic style. Mais si, c'est ça. En fait, Emmanuel s'est endormi, t'as le mec qui les a surpris, qui va devant Emmanuel, qui la réveille, il la porte, il la prend dans ses bras.
Ah, c'est encore plus absurde. Et genre, elle est consentante, hein, elle est tout à fait consentante, et il la porte jusqu'aux toilettes et ils vont faire l'amour dans les toilettes de l'avion. Là, elle s'est rattrapée quand même. Dès qu'elle est sortie de Paris, elle a fait 2 baises en 10 minutes dans l'avion. Après le flashback, on revient sur un repas entre Jean et Emmanuel, où ils ont une petite réflexion autour de l'amour libre. Alors, genre, jusqu'où peut-on aller pour faire l'amour ? On a un peu de la pseudo-psychologie de comptoir tout le long du film. Ce serait un pauvre amour, celui qui se laisse mesurer. Bah ouais, il y a une sorte de discussion autour du fait que Jean, il kiffe Manu pour le sexe, mais Manu, elle a envie d'un petit peu plus au niveau des sentiments. Et Jean lui répond « Je suis sûre que c'est dans le plaisir physique qu'il faut chercher une manière différente de tout envisager. » Donc tu comprends que Jean, il envisage à peu près tout sous le prisme de la ken. Et t'as Manu qui enchaîne en lui disant « Oh bah oui, j'ai vu Marie-Ange, elle est innocente, je veux dire qu'elle n'est vraiment pas coupable. » J'étais en mode « Bah oui, c'est la définition même d'innocence, bravo Manu, t'as le droit au petit camembert jaune, félicitations. » Et elle souligne le fait qu'elle fait tout avec pureté. J'étais en mode la meuf, elle lèche des sucettes pour séduire les vieux. La pureté, messieurs, dames, la pureté selon 1974. Et on termine sur la fameuse phrase qu'on peut retrouver sur notre Instagram. Pourquoi on peut dire « Il a un joli nez, j'en ai rêvé cette nuit » et pas « Il a une belle bite, je me suis fait enculer cette nuit ». Ouais, c'est plutôt pas mal, surtout que c'est un petit peu les rares phrases un peu féministes qu'on va trouver tout le long du film. Ouais, tu vois, mais vraiment, il y en a moins de 10, quoi. C'est vraiment... Ouais, ça se compte sur les 2 doigts de la main, littéralement. Chapitre suivant, qu'on a appelé « Mondanité », où Emmanuel va un petit peu de mondanité en mondanité, tout premièrement en faisant du squash, parce qu'on va remarquer que les femmes de l'ambassade de France, elles font beaucoup de squash parce qu'elles se font chier, hein. On est en Thaïlande, mais on fait du squash quand même. Donc elle fait du squash avec une femme qui s'appelle Ariane, et qui est vraiment une chaude du cul qu'on a déjà rencontrée dans la scène de la piscine, et on comprend que Ariane, elle a envie de pécho Emmanuel. Mais genre vraiment... En fait, il y a des mains baladeuses tout le long de la scène. Bah t'as une scène érotique carrément avec Ariane qui se fait plaisir avec Manu, tu vois, qui lui caresse ses seins, qui descend un petit peu. Ça dure pas très très longtemps, mais tu vois qu'Ariane elle est vraiment à fond et qu'elle la tripote, mais puissance 1000 quoi. Et donc ensuite on a un peu un espèce de brunch avec tout le gratin français de Bangkok, où on retrouve donc tout ce qu'on a vu, hein, les petites femmes, les petites bourgeoises et le mari et les copains de Jean. Et on retrouve aussi Marie-Ange qui est hyper relou parce qu'elle s'est vraiment donnée pour mission de trouver un homme à Emmanuel. Et on a l'introduction d'un nouveau personnage qui s'appelle Mario. Oh putain, non mais avec cette explication de Marie-Ange qui dit « Il est grand temps que tu prennes un amant si tu veux devenir une vraie femme. » Ok Marie-Ange, franchement, va lécher tes sucettes ailleurs. Franchement, tu commences à nous casser. Marie-Ange, 18 ans quand même. Ouais, non mais enfin 18 ans, moi je me demande même si elle en a pas moins. Honnêtement, vu la voix et tout ça, je me demande même si elle en a pas moins. Donc on est introduit au personnage de Mario qui est un vieux, enfin je pense un vieux à peu près 50 ans. À peu près, je pense. Oh, plus, 60-70. Hein. Ouais, vraiment un vieux, qui est en pleine conversation avec une femme, enfin, une conversation / engueulade. On entend juste la femme dire « Vous ne savez pas parler d'autre chose que de cul, bonsoir !» Et le mec est vraiment un gros relou en perspective. Et Manu va un petit peu parler avec lui. Donc Marie-Ange, suite à cette embrouille, Marie-Ange introduit Emmanuel à Mario, qui va d'emblée dire à Emmanuel « Vous avez un beau corps ». On va dire. Donc Emmanuel en plus se vénère, hein. Sur le coup elle s'énerve un petit peu, elle dit « Je ne suis pas nue à ce que je sache, vous pouvez dire plutôt que j'ai une belle robe par exemple ». Parce que vraiment, Mario est un vieux pervers, tout simplement. Et ils terminent un peu leur conversation sur cette phrase, moi qui m'a vraiment mais kécho, et qu'on va retrouver un petit peu en philosophie de tout ce film. Il lui dit « Le plus important n'est pas que vous soyez nus, mais que je vous vois nus. Vous ne voulez pas me sourire ?» Tu vois, j'étais en mode mais gros relou quoi. Enfin, vraiment, mais je suis en mode, mais en 2021, quelqu'un te dit ça, mais il est défoncé puissance 1000. Mais c'est... Bref. Ouais. En tout cas, Emmanuel n'est clairement pas charmé par Mario, hein, avec cette première rencontre. Pas du tout. Mais il y a une autre personne qui l'intrigue un peu plus, qu'on a déjà vaguement croisée à la piscine, et c'est Bee. Bee, donc abeille, hein, en anglais. Parce qu'elle est travailleuse, contrairement à toutes les autres bourgeoises de la maison. Donc Emmanuel va essayer de parler à Bee malgré les réticences des autres, de Ariane, de Marie-Ange, qui veulent absolument pas la présenter à Bee. Et c'est vrai qu'on découvre que c'est la seule femme du groupe qui a un travail, et donc qui est plutôt valorisée dans cette scène, le fait que ça soit une femme indépendante qui ne parle pas que de relations sexuelles et d'amour. Mm-hmm. Et elle se donne rendez-vous le lendemain près des canaux. Et aventure nous voilà, nouveau chapitre, où Emmanuel va retrouver Bee sur les bords du fleuve, et j'ai trop aimé franchement cette scène, trop belle. Tu découvres vraiment avec les canaux, c'est hyper beau. J'ai jamais été en Thaïlande, mais franchement ça m'a un peu vendu la Thaïlande, tout ce petit chapitre là.
Et Manu retrouve Bee. On a une petite conversation sur le fait que Manu, elle se fait chier à Bangkok, quoi. Très clairement, elle y trouve pas son compte, tout le monde parle que de cul. Et en fait, t'as l'impression, juste via ce dialogue, que le seul intérêt d'être à Bangkok pour les Françaises, c'est la ken. Mais voilà, Manu, elle est pas encore dans cette logique-là. Et elle dit à Bee, franchement, je me fais chier, je vois pas l'intérêt, j'ai rien à faire de la journée, je fais du squash, je vais à la piscine. Oh, c'est pas une vie, quoi. Et du coup, elles font toute une petite balade donc là-dessus où elles s'apprennent à se découvrir l'une et l'autre. Et ensuite, elles doivent se séparer. Et Bee, parce que Bee doit retourner travailler, et Bee dit à Emmanuel, « Au revoir Emmanuel, vous êtes une ravissante poupée, mais nous jouerons une autre fois. » Et ben vous savez quoi, Manu elle en a rien à foutre, elle monte dans la Jeep et elle part à l'aventure avec Bee. Voilà, on va voir le fleuve, on fait du cheval. On fait du cheval, 1001 activités là. Mais franchement c'est l'air fun, là tu dis putain Manu elle a l'air bien là, elle a l'air heureuse, elle a l'air contente, Bee elle a l'air cool, Bee elle est archéologue donc elle va en plus sur des sites de fouilles, franchement ça a l'air cool. Par contre, niveau temporalité, j'ai du mal à croire que tout se passe en une journée. Non, parce ça se passe que en 2 jours. En fait, elle s'envole pas en France. C'est pas, en fait, quand elle disait qu'elle s'en allait, c'est pas qu'elle rentrait en France, c'est qu'elle s'en allait 2 jours sur ces sites de fouilles. Donc en fait, tout ça, toute cette temporalité, cette scène se passe pendant 2 jours. Et toute cette scène avec Bee, enfin toute cette séquence avec Bee, va être recoupée d'aparté sur Jean, qui est survénère parce que Manu, elle est partie sans le prévenir. Enfin, partie, il sait très bien qu'elle va revenir, mais elle l'a pas prévenu. Donc, Jean, il va directement au bordel, enfin dans un bar pseudo-bordélique. Est-ce que tu peux me dire, Mina, s'il te plaît, ce qu'on voit dans ce bar ? En fait, déjà, pour commencer, le premier plan des aventures de Jean, c'est qu'il dîne seul et qu'il se rend compte qu'il est peut-être arrivé à sa fin, parce que ça fait quand même des mois, depuis le début du film en tout cas, qu'il nous bassine avec le fait qu'il veut qu'Emmanuel soit libre. Et donc là, il se rend compte qu'elle rentre pas ce soir-là et que sa femme est sûrement dans les bras d'un ou d'une autre. Et au final, il se rend compte que ça le rend pas si heureux que ça. Donc il décide, on sait pas trop pourquoi, d'aller dans un bar de striptease thaïlandais. Et on a droit à une magnifique scène de performance artistique. Oh, c'est pas de l'art, ça, Mina, c'est pas de l'art. Suffit, hein. Donc on a une Thaïlandaise qui danse nue, avec une cigarette à la main, et qui commence à s'allonger sur le dos, à prendre une autre cigarette éteinte, à la mettre à l'entrée de son vagin, et donc avec l'autre cigarette, et en faisant des mouvements de bassin et d'expulsion d'air avec le vagin, va allumer sa cigarette avec son sexe. Ah, j'étais en mode, mais repose ça tout de suite. Ce n'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, repose cette cigarette, enfin, mademoiselle. Et dans ce bar, t'as d'autres scènes un peu érotiques, enfin, t'as 2 meufs qui twistent, qui finissent à poil en train de se chauffer, bref. Se frotter et tout. Ah, c'est ça, et Jean, il a l'air saoulé, il se bat avec un mec, mais j'ai vraiment noté dans mes notes, baston demi-molle. J'étais vraiment en mode, c'est le fin fond de la baston, quoi, c'est... Voilà. Et on retourne à l'aventure avec Bee et Manu, qui se pécho. Enfin. Ouais. Et Manu qui remet en doute, suite à cette nuit, plein de choses sur l'amour. Enfin, elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour Bee et qu'elle a envie de rester avec elle. Et Bee lui dit franco qu'elle ne l'aime pas et que pour elle, c'est ok d'avoir juste des relations sans amour. Et Manu a le cœur brisé. Et elle retourne à Bangkok avec Jean qui est toujours mais survénère. On a un dernier retour sur Jean qui rencontre Ariane, donc la fameuse meuf qui veut pécho Emmanuel, et qui est survénère en disant « Ouais, mais c'est pas juste, Emmanuel, elle a faussé le jeu, elle a triché. » J'étais en mode déjà, je pigerais intérêt. Franchement, il y a 10 minutes, t'étais en mode « Mais oui, mais Emmanuel, je vais pas la mettre en prison. » Il est en mode « Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, la pute ?» J'étais en mode « Mais Jean, il redescend sur terre. » Enfin, vraiment, Ariane, moi, je l'aime pas du tout. Parce qu'elle dit quand même, elle dit quand même à Jean, au lieu de pleurnicher, occupez-vous de l'éducation de votre femme. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Pardon, excusez-moi. Et Jean, il se survénère en disant « Ariane, vous êtes une salope. » Oui. Et Ariane lui répond « Ah oui, qu'est-ce que vous attendez alors ?» Et il se pécho directement sur la table sans transition. Ces gens sont compliqués dans leur tête. Et encore une fois, c'est Ariane qui lève sa robe, donc on voit son pubis, et Jean qui va la pénétrer quand même assez violemment sur la table, toujours sans retirer ses vêtements, hein, parce que c'est un homme. Et ensuite, quand il rentre le lendemain, suite à cette nuit de péchoterie avec Ariane, il retrouve Manu complètement détruite sur le balcon. Elle a le cœur brisé, quoi. Et Jean la console. Il lui dit que les sentiments, faut arrêter au bout d'un moment. Et il lui conseille de se trouver un amant. Ce qu'il va faire avec le chapitre suivant que nous avons tout simplement intitulé « Super Mario ». Parce que retour avec Ariane, donc retour au squash. Hein. Ouais, toujours le squash. Toujours le squash, où Ariane va, encore une fois, comme toutes les personnes de cette ambassade, lui conseiller d'aller voir Mario pour apprendre la vie.
Et Emmanuel lui dit « Franchement, qu'est-ce que vous avez tout avec ce vieux ?» Parce que Emmanuel, vraiment, elle n'est pas chauffée par Mario du tout. Et Ariane lui répond « Sa vieillesse est un gage de sa science érotique. Quand on est jeune, on fait l'amour naturellement, comme on respire. Mais quand on fait encore l'amour à son âge, c'est de la poésie. Il faut le vouloir, il faut y penser, il faut le choisir. C'est ça l'érotisme. » Alors, en vrai, moi j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, je me suis dit, on parle pas trop de la sexualité des personnes âgées, et bon, c'est peut-être très cliché, c'est-à-dire que soit les personnes âgées, ils ont une sexualité inexistante, soit elle est pleine de poésie, donc là on est plutôt dans le cas de la poésie. Mais voilà, je me suis dit que ça avait le mérite de l'aborder et de mettre en avant ça avec Mario. Mais même si j'ai été déçue un peu par sa poésie. Non mais toi t'as pas été un petit peu choquée par le fait que Ariane elle était aussi survénère d'apprendre que Emmanuel elle avait pécho avec quelqu'un d'autre, enfin que Emmanuel elle est couchée avec une autre femme, elle le dit très clairement, elle lui dit qu'elle est vénère, qu'elle aurait voulu que la toute première fois d'Emmanuel avec une femme ce soit elle. Manu de l'autre côté elle est au courant qu'Ariane elle a pécho avec son mari, Ariane utilise cet argument, c'était inattendu, il m'a presque violée, j'ai fait putain. Ensuite elle essaye de la draguer avec cet argument que j'ai trouvé imbattable. Tu es douce et lisse, comme un caillou. J'ai fait, oh, mais comment résister face à un tel argument? Et voilà, en effet, ça se termine sur Ariane qui lui conseille d'aller voir Mario pour qu'il prenne en main sa vie sexuelle. Et en fait, on apprend que son mari, donc Jean, lui a un peu fait un espèce de traquenard, un petit piège, et il n'a pas prévenu qu'il devait partir pendant 2 jours, et donc il la laisse seule dîner avec Mario. Et Mario, du coup, on va découvrir que Mario, il a un petit plan pour Emmanuel, pour essayer de la débrider un petit peu, qui va se dérouler en différentes étapes au cours de la soirée et de la nuit. Donc, étape 1, l'étape la plus tranquille. Il l'emmène au resto. Donc, tu vois, là, j'étais en mode, bon, écoute, pas de traquenard, tranquille. On se retrouve dans un super beau restaurant traditionnel pour dîner, où Mario lui fait un petit peu un laïus en mode, il faut pas avoir de limite, faut pas se restreindre, mais par contre, le mec, il ne parle qu'en proverbe. Et je suis désolée, mais ça me casse les couilles. Tu sais, ça me rappelle dans les films hyper clichés, le vieux chinois qui va vraiment parler en proverbe. Mario, c'est la même chose. Et c'est tout le temps. T'as l'impression d'avoir un bouquin de philosophie ringard, de drague. Ça m'a fait chier. Vraiment. Ah non, il est vraiment insupportable. Mais de toute façon, tout le long, on a un petit peu des dialogues pseudo-philosophiques. Et avec Mario qui parle en proverbe. C'est lourd. Et on passe à l'étape 2 de cette nuit. Donc, vous allez voir qu'on va monter d'un cran dans les étapes. On va dans une opiumerie. Je sais pas si on peut dire ça, mais dans un lieu où on fume de l'opium. Et Emmanuelle, elle a vraiment pas l'air chaude, tu vois. Elle se sent pas à l'aise, elle demande de partir. Voilà, elle dit franchement, s'il vous plaît Mario, faites-moi l'amour et après j'ai retrouvé mon mari, mais là franchement, je suis pas chaude, je le sens pas du tout. Elle est pas à l'aise, on a des plans un petit peu coupés sur les autres personnes qui sont en train de fumer de l'opium, donc les hommes un peu thaïlandais qui sont tout autour. Un peu menaçant, l'air un petit peu menaçant, et on sent vraiment Emmanuel qui est pas à l'aise et du coup qui commence à se lever et à vouloir quitter les lieux, et qui se fait rattraper par les 2 Thaïlandais qu'on voyait dans les plans en loose day. Comment expliquer cette scène autrement que elle se fait violer. Ouais. Enfin, franchement, moi je vois pas d'autre explication à cette scène. Elle se fait violer, t'as Mario qui la regarde en train de fumer de l'opium. Oh voilà, écoutez, votre mari n'est pas ici, mais c'est lui qui vous a confié à moi. J'étais en mode, mais what the fuck? Et tu vois Emmanuel se faire violer. Juste tout simplement, j'étais en mode, mais complètement gratuit. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est... Putain. Et on continue direct de la soirée, sans transition. Franchement, sans transition. De rien. Enfin, vraiment. On les retrouve genre sur une pagode, et elle est toujours bras dessus, bras dessous avec Mario, elle pose sa tête sur son épaule, alors que quand même, elle vient de se faire violer, il l'a regardée, style de rien, et genre, ils continuent leur petite balade. Enfin, vraiment, je me suis dit, c'était d'une gratuité. J'étais choquée. Ah non, mais je comprends pas. Donc, on passe à l'étape 3 et dernière étape de ce voyage, qui est le combat de boxe thaï. Donc Mario qui lui explique en proverbe, l'amour véritable c'est l'érection, ce n'est pas l'orgasme. Et je trouve que cette phrase, elle représente tout le film. J'ai fait, cette phrase, enfin ce film, c'est un délire de mec. Voilà, oui. Moi tout est dire avec cette phrase, j'étais en mode, c'est l'érection, pas un orgasme, donc ça veut dire que si t'es un mec, tu vas prendre ton pied. Et franchement, je vois pas d'autre explication à ce film. Et du coup, il se retrouve dans un endroit où il y a un combat de boxe thaï. Donc c'est Mario qui met en place ce combat avec le prix qui est de faire l'amour à Emmanuel. Il le dit pas tout de suite, il me semble. En fait, il le dit pas tout de suite à Emmanuel. Elle le sait après le combat, je crois, non? Mais il lui demande quand même de choisir son préféré. Ouais, en fait, tu comprends que Manu, elle commence à rentrer un petit peu dans cette logique de, il y a de la ken partout, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai noté encore une fois, match en demi-molle. Franchement, pour de la boxe taille, j'ai vu beaucoup plus violent ailleurs. Vraiment. Et le prix, c'est Manu, du coup, qui ken devant toute l'assemblée, en femelle du lévrier, devant absolument tout le monde. Pour un gars comme Mario qui parle sans cesse d'érotisme avec des
des phrases pseudo-philosophiques. J'ai trouvé ça quand même que ça manquait clairement d'érotisme, hein, ce genre de scène, notamment petite levrette en 2-2 après le combat de boxe. Ah ouais, franchement. Et on conclut le film, parce que là, on arrive au bout du film, avec Mario qui emmène Emmanuel chez lui en lui disant que la nuit n'est pas terminée et que lui, il veut une autre Emmanuel, sous-entendu, une Emmanuel qui est totalement libérée et qui aime la ken. Et c'est là qu'on termine le film avec Emmanuel nu sur le fameux siège en osier. Donc on revoit absolument partout sur toutes les affiches. Renouveau, la chanson de Pierre Bachelet qui revient. Et le film se termine comme ça. Ouais, enfin ça se termine sur Emmanuel qui est maquillée comme une vieille tepu. Je suis désolée, hein, mais oui, c'est vrai, elle est surmaquillée, comme si en fait le make-up ça faisait partie de la sexualisation. Tu sais, j'ai vu ça, j'ai fait tout le monde voulait la ken déjà sans maquillage, elle a pas besoin de se over-maquiller de ouf pour être désirable, quoi. Enfin, voilà, c'est la fin de ce film où j'étais en mode ah putain, c'est comme ça que ça se termine. Je savais pas trop quoi dire à la fin, tu vois, j'étais en mode mais qu'est-ce que je viens de regarder, franchement. En fait, je trouve ce film plutôt triste parce que en fait, j'ai plutôt l'impression de voir l'histoire d'une femme qui a vraiment envie d'aimer, qui aime le sexe, hein, tu vois, c'est vraiment montré, ça je trouve ça cool, d'une femme qui aime le sexe, mais qui a envie de ressentir quelque chose en plus du sexe, qui pour elle, les sentiments et l'émotion, la fidélité, c'est important. Et j'ai l'impression de voir plein de gens qui veulent juste détruire cette vision qu'elle a de l'amour et de la sexualité. Ouais. Moi, vraiment, c'est l'impression que j'ai en sortant de ce film en me disant... Pareil, en fait, tout le long du film, tu vois juste une femme qui se force à rentrer dans le moule qu'on lui impose, c'est-à-dire le moule du libertinage et de la liberté sexuelle. Et en fait, elle est déjà très épanouie sexuellement, elle a l'air en tout cas de l'être avec son mari, et elle se force à faire 20 000 expériences qui lui donnent que du chagrin et de la souffrance, même si c'est détourné à la fin en mode elle a finalement pas le cœur brisé, et le viol, elle a oublié ce que c'était, et elle redevient Emmanuel, et elle est prête à poursuivre en gros son éducation sexuelle. On va revenir un petit peu sur les coulisses de ce film, qui est quand même un sacré phénomène, qui a quand même une histoire, une diffusion. En fait, il y a tellement de choses qui font d'Emmanuel une œuvre que je comprends être emblématique. Déjà, faut retenir que Emmanuel, ça a été produit par Trinacra Film, une société de production française qui a fait tous les Emmanuel, mais qui a également fait des films que vous connaissez tous, comme Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, et plein d'autres comédies françaises de l'époque. Sachez également qu'Emmanuel, c'est un tout petit budget qui est estimé à 500 000 $. C'est un projet donc du producteur Yves Rousset-Rouart qui veut adapter donc le roman d'Emmanuel Arsan. Dans une interview, il dit qu'il a été inspiré par le succès de Dernier Tango à Paris en 72 de Bertolucci. Il dit lui-même « Dire que ce film a fait plus d'1 million d'entrées rien qu'à Paris, mon idée fut de produire un film érotique pour le battre. » Plutôt réussi, je pense, parce que ça a été un énorme succès. Ça l'est toujours. Hein. Et en tout cas, il fait appel à un photographe de mode, un artiste, un sculpteur et galeriste qui est Just Jakin. Pour leur héroïne, il ne la trouve pas en France, il la trouve à Amsterdam. Ouais. Donc Sylvia Christel, qui est une actrice néerlandaise, c'était son 4e film. C'est son premier gros rôle. Oui, voilà. Elle était jeune, elle avait 21 ans lors du tournage. Ça a été l'image, le visage emblématique d'Emmanuel, malgré toutes les adaptations qu'on a encore après. C'est inséparable du visage de Sylvia Christel, qui est décédée en 2012 à 60 ans des suites d'un cancer. C'est une femme qui n'a pas eu une vie très très heureuse, j'ai l'impression. Quand tu regardes déjà sa carrière, depuis Emmanuel, c'est cantonné qu'à des rôles très érotiques. Enfin, franchement... Elle était connue surtout pour ça. Sa carrière s'est grosso merdo stoppée en 1981, même si elle a continué d'avoir des petits rôles, mais tu vois, ça n'a jamais plus été comme avant. C'est une femme qui est tombée dans l'addiction de la cocaïne, qui a beaucoup connu les drogues dures, qui a eu des gros problèmes d'alcool. Enfin, c'est une femme qui a une vie vraiment pas marrante. Contrairement à Just Jakin, qui lui, il a continué de faire des films. Emmanuel était certes son premier film, mais il a récidivé par la suite. Il a fait Histoire d'eau en 1975 et Gwendoline en 1984, qui sera son dernier film, et que je pense un jour nous aborderons pour d'autres émissions, tant c'est des n'importe qui matériel. Faut savoir aussi ce qui est intéressant avec Emmanuel, c'est que c'est une adaptation certes, mais c'est un scénario qui est signé Jean-Louis Richard. Donc Jean-Louis Richard, c'est vraiment pas n'importe qui. Pour moi, c'était une sommité. Quand j'ai vu que c'était lui qui avait fait le scénario, j'ai fait... Pardon, qu'est-ce que t'as foutu ? Jean-Louis Richard, c'est une figure de la nouvelle vague, la fameuse nouvelle vague, celle qu'on nous vend depuis 50 ans. C'est un comédien et surtout, c'est le scénariste de François Truffaut. Si vous avez regardé Fahrenheit 451, si vous avez regardé La Nuit américaine, c'est Jean-Louis Richard. Et c'est pour ça que j'étais très étonnée de voir un tel scénario signé par un si grand monsieur. Honnêtement, j'ai trouvé ça presque scandalisant même.
On retient également au casting Alain Cuny, qui est aussi un comédien très très connu français, qui n'a pas voulu être crédité dans le film, mais suite au succès du dit film, il s'est étonné que son nom ne soit pas plus gros sur l'affiche. Et on a également les débuts de Christine Boisson, qui est devenue une actrice très très connue dans le milieu plus tard, et qui s'est pas cantonnée, contrairement à Sylvia Kristel, à des rôles pseudo-érotiques. Elle a une énorme carrière, notamment au théâtre, et il faut savoir que pour le film d'Emmanuel, comme elle jouait une nymphette, il y avait un petit problème, c'est qu'elle avait une voix très rauque. Donc pour le film Emmanuel, la voix que vous entendrez n'est pas celle de Christine Boisson, c'est celle de Sylviane Margollet, qui a une voix beaucoup plus juvénile et qui est très connue car elle a doublé en français Carrie de Brian De Palma et également l'héroïne de L'Empire des Sens. Dernier petit point sur la fabrication de ce film avec la musique. Donc certes, tu avais souligné, Mina, tout à l'heure que c'était Pierre Bachelet, mais il faut savoir que c'était pas le premier choix de la prod. Parce que le premier choix de la prod, c'était Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg qui avait refusé à l'époque et qui a affirmé par la suite qu'avoir refusé ce projet, c'était la plus grande connerie de sa vie. Il faut savoir que par la suite, il a quand même composé la musique de Goodbye Emmanuel. Le 3e film. Exactement. Et une fois que tout ce petit monde a été regroupé, direction la Thaïlande pour le tournage du film, qui a pas été facile, notamment parce que la scène entre Bee et Emmanuel au bord de la cascade, donc qui se baignent nus et qui font un peu frotti-frotta, ils ont été arrêtés par la police et les bobines ont été saisies parce que cette scène a été tournée près d'un temple bouddhiste. Il paraîtrait que le producteur a été très 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 énervé et qu'il aurait viré le réalisateur pour laisser la suite au chef-op, donc Richard Suzuki, qui va le remplacer pour les dernières scènes à tourner. Mais ce qui est super intéressant avec Emmanuel également, c'est tout ce qu'il y a autour de sa diffusion, parce qu'à l'époque, pendant qu'Emmanuel est en cours de distribution, enfin de préparation de distribution, il y a la censure. La censure, c'est quelque chose qui est encore très présent dans le paysage audiovisuel français. Et le film, il avait déjà une sale réputation avant même de sortir. C'est quand t'apprenais qu'il allait avoir un film érotique adapté d'un roman érotique éponyme, souvent t'es pas très très bien accueilli ni attendu en France. Donc c'est un film qui a eu du mal à passer le comité de censure, qui avait obligé à l'époque à faire vraiment beaucoup de coupes. Et ce qui a sauvé la vie du film d'Emmanuel, c'est la mort de Georges Pompidou, car à l'époque, un nouveau ministre de la Culture a été nommé, Michel Guy, un ministre qui avait l'esprit plus libre parce qu'il a déclaré « Tous les films doivent pouvoir sortir sans distinction. Je ne me reconnais pas le droit d'interdire à des spectateurs adultes la possibilité de voir des films qu'ils désirent. En 1975, les gens choisissent ce qu'ils veulent voir et je dois les laisser libres. » Fin de la censure cinématographique, Emmanuel peut sortir sans aucun souci. Emmanuel sort donc le 1er juin 1974 au cinéma avec une interdiction moins de 16 ans. Ça fait 15 000 entrées le premier jour en sortant sur 9 salles et après on est à 126 000 entrées en fin de semaine. Ce qui est encore plus fou, c'est quand même que le film est resté pendant 13 ans au cinéma des Champs-Élysées, en version originale sous-titrée anglais. C'est devenu une vraie attraction touristique en fait. Tous les touristes anglais, américains, japonais allaient le voir au même niveau qu'ils allaient faire un tour à la Tour Eiffel ou au château de Versailles. Ouais. Non mais c'est en 1974, il faut également savoir que Emmanuel, c'est le film le plus vu de l'année. Et la même année, il faut savoir que c'est également plus de 50 millions de spectateurs à l'international. Et le film, c'est l'un des patrimoines cinématographiques français les plus reconnus à l'international, particulièrement au Japon, où Emmanuel, il voue une adoration à Emmanuel que j'ignorais. Mais on peut être en mesure de se demander, finalement, avec tout ce succès, toute cette histoire si particulière, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel, c'est un film qui est révolutionnaire, voire féministe ? Après l'avoir vu en 2021, je pense qu'on peut clairement dire que c'est pas un film féministe, en tout cas de mon avis. Mais je pense pas que c'était plus féministe en 74. Et tout à l'heure, t'évoquais justement le rapport des Japonais avec ce film. Et justement, Sylvia Kristel, elle répond dans une interview en 2007 que les féministes françaises ont détesté le film, apparemment, parce que c'était pour eux une exploitation de la femme. Et que, au contraire, au Japon, c'était un modèle d'indépendance et de liberté sexuelle. Que Emmanuel, pour eux, c'était une femme dominante, parce qu'il y a des scènes où elle montre clairement son désir sexuel. Il y a une scène lesbienne, et il y a une scène où elle est au-dessus d'un homme. Et donc, ça suffit, en tout cas, parce que les avancées du féminisme sont vraiment très différentes selon les pays. Et c'est vrai qu'au Japon, à l'époque, c'était assez nouveau. Je me dis qu'à l'époque, Emmanuel, ça a dû passer comme une œuvre de libération sexuelle, alors qu'en vrai, ça ne l'est absolument pas. C'est que moi, ce que j'aime bien dans l'aspect d'Emmanuel, c'est toute la partie où, en fait, moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel, c'est une lesbienne. C'est franchement, elle est lesbienne et elle a envie d'être avec Bee, elle a plus d'attirance pour les femmes. En fait, tu vois
pendant tout le film, même pour Ariane, elle a énormément d'attirance pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes. Et j'ai l'impression de voir les hommes essayer de la brider en disant bon bah écoute, on va te confier au vieux dégueulasse, t'inquiète pas, il va te montrer comment ça se passe. Il y a du viol, t'inquiète pas, tu vas finir par aimer parce que de toute façon t'aimes le cul. En fait, tu vois, il y a un propos quand tu grattes qui est hyper intéressant, mais qui est complètement détruit par des idéaux patriarcales. Enfin, j'étais scandalisée. Franchement, à la fin du film, j'étais très colère. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, et puis de toute manière, je trouve que les scènes de sexe sont beaucoup plus valorisées quand c'est des femmes. Alors, bon, déjà de base, on a tendance à faire des scènes lesbiennes, surtout quand c'est filmé par des hommes, hyper douces, aussi un peu cliché. Mais en tout cas, les scènes avec des hommes ne donnent pas envie en général. Elles sont assez rapides, brutales, voire carrément un viol. Donc, ouais, comme tu dis, c'est presque une ode au lesbianisme, j'ai trouvé. Donc c'était assez intéressant, mais j'en avais vraiment marre parce que tout le long des 1h40 de film, elle est considérée juste comme un objet sexuel et une petite chose fragile, que ce soit par les hommes ou par les femmes. Je trouve que Ariane, elle a un comportement avec elle qui est très limite. Et en plus, Emmanuelle se comporte comme telle. Moi, ça me fatigue, tu vois, cette fausse naïveté, ça m'énerve beaucoup. Emmanuelle, elle est heureuse de rester exclusive pour son mari, et elle s'acharne à essayer de rentrer dans ce monde de libertins, alors que, ouais, ça lui apporte vraiment que de la souffrance. Elle a pas envie, tu vois très clairement. Et même à la fin du film, Mario lui dit très clairement, mais moi, c'est pas toi que je veux, c'est quelqu'un d'autre. Et t'es en mode, mais c'est atroce comme discours. C'est déjà son mari la confie à un vieux pervers qui lui dit, écoute, c'est pas compliqué, nous, on veut pas de toi comme ça, on veut de toi plus pute, quoi. C'est assez scandaleux, en fait. Et je me dis, ce genre de discours en 2021, c'est assez hard. Et je crois que je suis tombée de haut aussi parce que je m'attendais pas du tout à un tel film. C'est qu'on te vend tellement Emmanuelle, tu vois, nous qui évoluons dans la sphère un peu sexualité positive, érotisme, mais je voyais plein de gens qui parlaient d'Emmanuelle, qui conseillaient Emmanuelle, mais franchement, est-ce qu'ils ont vu le film ? C'est vraiment la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils font pas ça par automatisme parce que c'est un film emblématique ? Mais franchement, est-ce qu'ils ont vu le film ? Moi, je me souviens, là, quand c'est ressorti en 2020 sur Netflix, la presse a vraiment beaucoup remis en avant ce film. Moi, je ne m'attendais absolument pas à voir une scène de viol. Moi non plus. Et en 2021, avec tous les sujets qu'on aborde, je suis étonnée qu'on remette autant en avant ce film sans contrebalancer avec quand même 2-3 aspects négatifs ou trigger warning qui sont franchement pas faciles. Ah ouais, non mais c'est ça, je retrouvais souvent Emmanuelle, c'était comme le film il est arrivé en juillet 2020, c'est ça, dans le catalogue Netflix, forcément il est passé dans toutes les listes de films à regarder pour la Saint-Valentin 2021 et il était tout le temps dedans et j'étais en mode, mais moi je regarde pas ça avec mon cam ou ma meuf quoi, franchement c'est vraiment dead, franchement, ouais, je crois que j'ai eu beaucoup de colère en moi quand j'ai fini de regarder le film parce que je me dis mais qui pourrait revendiquer un discours comme ça ? Pourquoi est-ce que la presse revendique ça ? Pourquoi est-ce que les comptes un peu sexualité positive en parlent ? C'est regardez le film, arrêtez de penser que, regardez-le et vous verrez que ce genre de film, on peut pas l'effacer. Il fait partie du patrimoine français et c'est une petite anomalie en fait. C'est une anomalie qui a marché, c'est un film qui a marqué son époque, c'est un film qui a marqué la fin de la censure dans le paysage cinématographique français, donc c'est pas un film qu'il faut effacer des mémoires dans le sens où il a son importance, mais c'est pas un film dont tu peux parler aujourd'hui comme tu en parlais en 1974. Ce n'est pas possible. Mais au-delà du féminisme, il y a un autre aspect qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était la représentation des Thaïlandais. Je sais que c'est pas trop le sujet du film, Le sujet du film, c'est l'éducation d'une femme blanche dans un environnement de Français bourgeois libertins. Mais ça n'empêche que le film se passe en Thaïlande et que, malgré tout, il ne se gêne pas pour sexualiser les Thaïlandaises et donner le rôle du violeur aux Thaïlandais. Donc ils sont quand même utilisés à des fins, je trouve, hyper malsaines et franchement racistes, sans leur donner une putain de ligne de dialogue, parce que vraiment, ils ne parlent jamais, alors qu'ils sont toujours un petit peu là, et qu'on n'hésite pas à les utiliser. Donc, il y a vraiment un côté où le film va contribuer à cette image de qu'est-ce que c'est exotique, les Thaïlandaises, regarde, elles font des performances artistiques incroyables, elles sont nues, elles sont belles. Comme ils n'ont aucune ligne de dialogue, tu peux vraiment projeter un peu tout et n'importe quoi, et surtout dans l'univers sexuel. Et en fait, pour moi, c'est juste du fétichisme, et ça m'a vraiment énervée parce que au bout de 15 minutes de film, t'as le temps de voir des Thaïlandaises faire un massage sexy, se lancer des petits regards langoureux, comprendre qu'elles vont coucher avec les clients. Et ils ont toujours pas parlé. Et t'es là, genre vraiment, on se gêne pas pour les sexualiser et montrer des petits moments comme ça. D'accord, mais moi je vais quand même un petit peu contrebalancer ton argument d'exotisme un peu à la française de cette Thaïlande un petit peu sauvage, un petit peu fantasmée. C'est que on est en 1974 et qu'on n'était pas aussi ouvert d'esprit. C'est normal de se faire ces réflexions-là en 2021, mais à l'époque, on n'est pas aussi ouvert d'esprit culturellement parlant. On n'est pas prêt en fait à voir une Thaïlande civilisée comme elle l'est aujourd'hui. Et tu regardes même 10 ans plus tard, je pense par exemple au Club Dorothée, je crois que le Club Dorothée c'est 1986 ou 87, t'as une émission pour enfants avec Dorothée, dès qu'elle voyage dans des contrées, c'est des trucs
d'une gênance et d'un cliché total. C'est quand on te représente une personne d'origine africaine, elle est en pagne, elle a un os dans le nez, c'est un cannibale. Tu vois, c'est un peu cette France audiovisuelle et c'est cette France de vieille époque où quand tu n'es pas français et même voire européen, tu es un cliché, tu es tribal, tu n'es pas évolué, tu es sauvage. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis choquée par ce genre de choses, bien entendu, comme toi, mais je n'étais pas surprise, en fait, que les choses soient tournées comme ça. C'est vraiment con, en fait, c'est qu'ils avaient un beau matériel qu'ils n'ont pas du tout exploité, mais disons que je m'attendais pas à énormément de choses de ce côté-là. Enfin, j'ai pas été surprise. Emmanuel, au-delà d'être un seul film, a fait beaucoup de petits, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie. Bah déjà, tu regardes rien qu'en France... j'ai noté des films, une quinzaine de films de 1974, donc l'original Emmanuel, à 1993, Magique Emmanuel, excusez-moi. Enfin, beaucoup de téléfilms en fait par la suite qui ont été réalisés par Francis Leroy. Il faisait à chaque fois en fait une version soft qui était destinée à la télévision, à mon avis d'après 22h quand tout le monde est couché, et il y avait quand même une version qui existait en hard porn, beaucoup plus marquée. Mais voilà, si en fait il y a la moitié de ces films français qui sont des téléfilms un petit peu porno réalisés par un réalisateur érotico-pornographe, bah l'autre moitié c'était quand même des films. On a eu Emmanuel l'Anti-Vierge, le second film, qui est aussi adapté du livre du même nom, Goodbye Emmanuel, Emmanuel 4, Emmanuel 5, Emmanuel 6, Emmanuel le 7e ciel. Et c'est vrai que tous n'ont pas eu le même succès. Je crois que les 3 premiers films, ils ont eu un petit succès au cinéma et ensuite ça s'est tassé, quoi. Ça a vraiment surfé sur l'image très sexuelle d'Emmanuel pour vendre de la pornographie. Et sachez qu'avant le fameux Emmanuel avec Sylvia Kristel, il y a eu une toute première adaptation qui date d'avant 74, qui est italienne et qui s'appelle Io Emmanuel, pour moi Emmanuel, mais qui a eu vraiment beaucoup moins de succès que celui de Sylvia Kristel et de Just Jakin. Bah, ça a eu quand même un impact à l'international quand tu vois aux États-Unis où il y a eu aussi toute une série télévisée, plein de séries télévisées Emmanuel de 1994 à 2003. La plus célèbre série dérivée des Emmanuel, c'est la Emmanuel Nera ou la Black Emmanuel, qui est une série italienne, plus ou moins de 12 films de 1975, qui a tenu jusqu'en 1983, avec dans le rôle titre Laura Gemser, qui est une actrice d'origine asiatique. Donc tu vois que ça colle déjà un petit peu plus, et le personnage est plus intéressant. Je crois qu'elle joue une reporter photographe qui explore plein de choses. Enfin, il faut savoir que cette actrice, elle avait déjà participé à Emmanuel 2. Donc elle vient finalement de la franchise Emmanuel. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que dans ces Emmanuel noirs, on a plusieurs films qui sont réalisés par Bruno Mattei. Est-ce que tu vois, Mina, de qui je parle ? Alors de nom, ça me dit quelque chose, mais je serais pas capable de donner un film. Si je te dis Caligula et Messaline. C'est le film, tu parles de Caligula ? Oui, Caligula et Messaline. On a mis des extraits sur notre Instagram @n'importe-qui. Et aussi un autre film que nous avons vu toutes les deux au Nanarland, Zombie 3. Mon Dieu. C'est réalisateur de nanar, quoi. Ouais, bah en fait, tu verras, c'est comme le second homonyme qui a également réalisé beaucoup de films, qui est Joe D'Amato, donc qui est une figure de l'érotico-horreur italien. Et tout comme Bruno Mattei, c'est des réalisateurs qui ont énormément surfé sur l'érotique dans les films de cannibales et les films de zombies. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Franchement, non. Tout simplement. Ce sera un non. Non, ça m'a pas excité. J'ai trouvé ça très joli, hein. C'était visuellement agréable à regarder, dans le fond plutôt désagréable à écouter, parce que vraiment ça a assez mal vieilli, surtout à l'ère du MeToo et de Balance ton porc. J'ai trouvé des scènes de sexe assez jolies, hein, celles notamment avec Bi, parce qu'on nous met un joli petit voile et une jolie petite couleur. Déjà, il y avait beaucoup trop de musique sur les scènes de sexe, et c'est vrai que des fois t'as envie un peu d'entendre plutôt la tension, le souffle coupé, ce genre de choses, donc ça gâche toujours un petit peu, je trouve, la musique. Après, bon, c'est un film érotique, donc c'est pas forcément le but. Le but, c'est de te chauffer, c'est pas de te masturber dessus. Donc, joli film, mais le fond du sujet est très mauvais, je trouve. Et toi, Jade ? Ça m'a mis plus en colère que ça m'a excitée, parce qu'aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'avais des attentes très précises d'Emmanuel. J'attendais vraiment de voir un film révolutionnaire sur le désir d'une femme. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect lesbien en fait du film, où vraiment je pensais que le film allait partir sur mais en fait c'est une femme qui découvre qu'elle aime les autres femmes et peut-être qu'elle est bisexuelle, tu vois. Je m'attendais vraiment en fait sur une découverte de sexualité, et quand j'ai vu qu'à chaque fois la sexualité d'Emmanuel était rabaissée à non, écoute, ma chérie, pas d'orgasme, l'érection c'est plus important, viens, je vais te donner au vieux dégueulasse, il va te montrer comment ça marche, mais t'inquiète pas, c'est du jeune, mais tu vas aimer ça. Mais c'est en fait, plus ça allait, plus j'étais en mode mais c'est pas possible, c'est honteux en fait de faire un film comme ça, même en 1974. Donc énormément de colère.
Et avec le recul, je me suis un petit peu calmée, je me suis dit bon, c'est quand même un film qui a une histoire très intéressante, que ce soit sur le tournage, que ce soit sur la diffusion, qui a marqué son époque, donc qu'on le veuille ou non, Emmanuelle restera toujours. En fait, il faut le voir en sachant où on met les pieds, et que le film, ça reste en fait une grosse curiosité, une sorte un peu d'effronterie du cinéma français, qui est resté dans les mémoires bien au-delà de nos frontières. Mais je demanderai à toutes les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, avant de plébisciter Emmanuelle, regardez-le. Merci de nous avoir écoutés. Si on vous a quand même donné un petit peu envie de regarder Emmanuelle, ou en tout cas si vous voulez vous faire votre propre avis, ça tombe bien parce que le film est toujours disponible sur Netflix. Et puis si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.